Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 22e webinaire organisé par Deuxième Avis, consacré aujourd'hui au mal de dos. Vous êtes très nombreux ce soir et c'est logique car ça nous concerne tous, ou presque. Un adulte sur deux déclare avoir mal au dos, soit 25 millions de Français, et 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie au cours de leur vie. Mais le mal de dos, c'est aussi un enjeu majeur pour les entreprises car il est responsable d'un arrêt de travail sur 5, mais aussi pour notre sécurité sociale, car son coût est monstrueux et évalué à plus de 650 millions d'euros. Pour nous éclairer sur ce mal du siècle, je suis heureuse d'accueillir le professeur Goeb. Bonsoir professeur, un grand merci d'avoir accepté de participer. Quand on parle de mal de dos, de quoi parle-t-on exactement? Quels sont les examens à faire? Quel traitement? Et surtout, comment prévenir? À vous de jouer. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Et puis, c'est super, hein, on a vu dans le chat que vous venez de partout en France, de Guadeloupe, de Reims, de Lille, de Cagnes-sur-Mer. Donc, merci. On va répondre à toutes vos questions, je l'espère. Et puis, merci à Deuxième Avis d'avoir organisé ce rendez-vous parce qu'il est bien utile, je pense. Effectivement, nous, on fait à peu près de 3000 consultations par an dans le service de rhumatologie à Amiens. On est passé à presque 25 000 en 10 ans. Preuve que le mal de dos, vous l'avez dit, c'est le mal du siècle. Et malheureusement, on a tous été où on est, où on sera concerné par le mal de dos. Et je vais essayer donc de vous expliquer, de dégrossir le sujet. Il n'y a pas de questions idiotes, donc n'hésitez pas. Si on n'est pas tout à fait clair ou si vous préférez avoir des explications supplémentaires, posez-les, profitez-en. Alors, sur la diapositive que je vous ai mis, il y a donc un corps vu de côté avec la colonne vertébrale. Donc, vous voyez que ça part de la tête, ça va jusqu'au bassin avec une colonne cervicale, une colonne dorsale ou thoracique et une colonne lombaire et ensuite le sacrum. Donc, le mal de dos, c'est tout ça, c'est toutes ces vertèbres, toute cette colonne qui est dynamique mais qui est gênée, qui est impactée et qui vous fait mal. Si vous regardez la colonne plastique que l'on montre en cabinet médical, que vous voyez sur la droite, vous voyez qu'elle est composée de différentes structures. Alors, sur ces structures, en bleu, ce que l'on montre, c'est le corps vertébral, c'est la vertèbre. La vertèbre, c'est normalement ce qui est solide. Et pourquoi c'est solide? Parce que ça protège la moelle épinière qui est derrière. Si la moelle épinière est abîmée, si elle est coupée, vous êtes paralysé. Donc, suivant l'étage où elle est abîmée, vous avez une paralysie plus ou moins complète. Donc, pour éviter ça, il y a des vertèbres. Un des travaux du rhumatologue, c'est d'éviter que cette vertèbre se casse, notamment chez les femmes ménopausées qui ont de l'ostéoporose. Et quand la vertèbre se casse, ça peut engendrer un mal de dos et un risque pour la moelle osseuse. Donc, c'est un des enjeux de notre spécialité. Et puis, vous avez aussi donc, les racines nerveuses, vous voyez, qui partent entre chacune des vertèbres. Il y a un trou, un foramen, qui, avec l'arthrose, avec l'usure, peut avoir son calibre qui se réduit. Et donc, il y a moins de place. Et s'il y a moins de place, ça peut engendrer des douleurs, puisque ce nerf, cette petite racine nerveuse jaune que vous voyez, c'est un câblage électrique, en fait. Donc, si elle est irritée, vous ressentez une douleur sur tout son trajet. Une douleur, donc si vous êtes irrité au niveau du cou, ça fait une douleur dans le bras. Si vous êtes irrité au niveau du bas du dos, au niveau lombaire, ça fait une cruralgie ou une sciatique. Et je vous montrerai d'autres schémas sur ce point. Au niveau vert, ce sont les articulations postérieures des vertèbres, puisqu'on peut avoir mal à cause de l'arrière de la colonne ou à cause de l'avant de la colonne. Là, en tout état de cause, c'est les articulations postérieures des vertèbres que l'on vous montre et je vous montrerai quand et pourquoi et chez qui ça peut faire mal. Enfin, dernière structure anatomique importante, c'est celle qui est fléchée en rouge, c'est le disque intervertébral qui sert d'amortisseur entre les vertèbres. En fait, le corps, il est bien fait. La colonne vertébrale, elle est faite pour protéger la moelle et que vous ne soyez pas paralysé. Mais si on avait fait un tube d'os, vous seriez immobile, vous ne pourriez pas vous pencher en avant. Donc, le corps a fait différentes vertèbres qui sont reliées les unes aux autres par des disques. Ça vous permet de vous pencher en avant. Le prix à payer, c'est que ce disque, il peut s'user et on va voir pourquoi, notamment si vous lui donnez trop de contraintes, si vous êtes en surpoids, si vous faites du sport de façon trop intensive ou si vous avez des métiers trop physiques. Le disque s'use, il peut reculer, il peut faire donc une hernie discale, il recule en arrière et s'il recule, vous voyez que juste derrière, il y a une racine nerveuse. Donc si c'est le nerf sciatique, vous avez une sciatique parce que le disque a reculé et a fait une hernie discale. Voilà, donc ce sont les principales structures anatomiques. En bleu, le corps vertébral, en jaune, une racine nerveuse, en vert, les articulations postérieures des vertèbres et en rouge, le disque intervertébral.
Donc la lombalgie, c'est le lumbago. Vous avez mal au dos, on a tous eu mal au dos. Voilà, on a déménagé, on a porté des bébés plus ou moins lourds. Bah, paf, on s'est fait mal au dos, c'est le tour de rein. C'est classique, c'est juste mal en bas du dos. C'est la lombalgie aiguë. Et puis quand cette lombalgie, ce mal de dos, s'accompagne d'une douleur qui va dans la jambe, si elle atteint le nerf crural, on parle d'une cruralgie. Si elle atteint le nerf sciatique, donc elle va du dos jusqu'au membre inférieur, voire jusqu'aux orteils, eh bien c'est une sciatique. Donc lombocruralgie, lombosciatique. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'une lombocruralgie, une lombosciatique, c'est juste une douleur, ce n'est pas une cause. Voilà, la cause, c'est le travail du rhumatologue et de votre médecin de savoir pourquoi vous avez cette douleur. Et les causes en rhumatologie, elles sont très variables. Heureusement, le plus souvent, c'est des causes pas graves, c'est de l'usure, c'est de l'arthrose. Mais on peut aussi, malheureusement, faire des diagnostics de métastases osseuses, on peut faire des diagnostics d'infections bactériennes avec des microbes dans la colonne vertébrale. Donc, à partir d'une simple douleur, malheureusement, l'éventail s'ouvre et on peut avoir plein de diagnostics différents. Donc, je vais vous présenter certains signaux qui doivent vous alerter, sachant que quand on a un doute, l'expertise du médecin elle est très importante. Avant de faire des manipulations, avant de faire quoi que ce soit, il vaut mieux être sûr que ce dont vous souffrez n'est pas grave. Mais ce que je veux vous dire, c'est voilà, vous avez mal, on vous dit que vous avez une douleur sciatique, voilà, mais ce n'est pas un diagnostic, c'est juste un symptôme. Et après, il faut creuser pour savoir pourquoi vous avez ce symptôme. Ce qui est important, c'est l'horaire de votre douleur. En gros, si ça vous réveille spontanément la nuit, si le matin vous êtes raide, il vous faut une demi-heure, une heure avant de pouvoir bouger, ce n'est pas normal et c'est plutôt inquiétant. Imaginez que vous ayez un microbe qui pousse dans votre vertèbre, il y a du pus, ça va faire mal tout le temps et ça ne va pas se calmer et la nuit, ça va vous réveiller. Voilà, donc ça, c'est un horaire inflammatoire de la douleur. Et cet horaire, il est plus inquiétant et il est complètement opposé à une douleur de rythme mécanique améliorée par le repos. Quand vous ne bougez pas, vous n'avez pas mal. Quand vous bougez, vous avez mal. Ça, c'est une douleur mécanique. Alors, elle est pénible, mais elle n'est pas grave. Une douleur d'horaire inflammatoire doit plus vous inquiéter. Et pour nous, c'est un signal d'alerte. Donc, ce qui est important, les 3 questions qu'on pose devant un patient qui se plaint de douleur, c'est son rythme de la douleur, avec un horaire inflammatoire qui nous inquiète plus qu'un horaire mécanique. C'est l'état général, c'est si vous avez une altération de votre état général, c'est-à-dire si vous êtes fatigué, si vous n'avez plus d'appétit, si vous avez maigri de façon inexpliquée, attention, asthénie, anorexie, amaigrissement, la règle veut que vous ayez une altération de l'état général et dans ce cas-là, on s'inquiète un petit peu plus. Et puis bien sûr, si vous avez mal au dos et qu'en plus vous avez 38, 38,5, 39, on va suspecter que peut-être il y a un microbe dans votre colonne vertébrale, donc attention. Voilà, donc les 3 points d'alerte, le rythme de la douleur, éventuellement l'altération de l'état général et la présence d'une fièvre ou d'un fébricule. Voilà, tout ça doit vous alerter. Et bien sûr, ça alerterait votre médecin. Donc, le mal de dos tout simple, la lombalgie, donc c'est une douleur basse, brutale, vous avez fait un effort, boum, vous avez mal au dos, ça peut être intense, si vous toussez, si vous allez à la selle, ça fait mal, voilà, c'est pas grave, mais ça fait très mal et ça inquiète. Bon, voilà. Le lumbago, il peut être dû à cette surcharge au niveau du dos, des facettes articulaires postérieures. Là, ce que vous voyez, l'arrière de la colonne, si vous avez trop chargé, ça fait mal, ça se bloque d'un coup. Bon, mais on va vous expliquer que quelques médicaments contre la douleur, quelques anti-inflammatoires non stéroïdiens, et puis ne pas trop charger votre colonne vertébrale. Si vous étiez habitué à porter des choses lourdes, il faut arrêter un petit peu. Moi, j'ai des patients en Picardie qui m'expliquent qu'ils ont fait 4 stères de bois ce week-end et je les vois le lundi ou le mardi, ils ont mal au dos. Voilà, c'est normal. Il faut un peu pondérer ses efforts et les réduire avec l'âge. Il faut accepter d'en faire un petit peu moins ou de diluer un peu les efforts. Donc, ce n'est pas grave, mais ça peut vous faire mal et vous inquiéter. Donc, les lombalgies d'origine articulaire postérieure, ça fait mal au dos. Et puis, ça ne va pas se calmer puisque malheureusement, c'est de l'arthrose, c'est de l'usure. Donc, si c'est usé, malheureusement, en 2025, on n'est pas capable de refaire une vertèbre neuve et de vous la remettre. Donc, il faut bien imaginer que ça fait mal. Après, on peut faire des infiltrations, on peut mettre un corticoïde qui est un super anti-inflammatoire. On fait des injections de corticoïdes à cet endroit-là et ça vous soulage bien. On peut faire dans notre arsenal thérapeutique, c'est une possibilité qui fonctionne très, très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est un scanner avec sur la partie gauche une vue sagittale. On vous a vu de côté avec, vous voyez, sur la partie qui est entourée, il y a du noir. Ça veut dire que c'est de l'arthrose, ça veut dire que c'est de l'usure, mais de l'arrière de la colonne vertébrale. Ce n'est pas les disques
qui sont en cause ici, c'est l'arthrose des articulations à l'arrière de la colonne. Et quand vous vous mettez en arrière ou quand vous vous allongez sur un lit qui est trop dur, eh ben, vous avez mal au dos parce que votre colonne, elle est complètement raide et trop raide pour ce qu'elle peut supporter. Et vous voyez sur la partie de droite, là, on voit bien que les deux articulations qui, en fait, engrainent la vertèbre du haut et la vertèbre du bas, en fait, eh ben, elles sont arthrosiques. Et vous voyez qu'elles sont assez grosses et donc elles réduisent la place de la moelle qui est au milieu, qui est censée être protégée. Là, elle n'est pas protégée, elle est agressée par l'arthrose. Et donc, si le petit nerf qui sort à cet étage-là, il avait une autoroute pour passer, là, il n'a plus qu'une route départementale. Donc, forcément, il va vous faire mal et il peut aussi engendrer des douleurs dans le bas du dos qui descendent dans la fesse, voire dans la cuisse ou la jambe. Donc, ici, c'est pour vous illustrer ce que l'on fait en pratique au CHU d'Amiens. On fait des infiltrations de ces articulations arrière de la colonne vertébrale, soit sous radioscopie, soit maintenant sous échographie pour moins irradier les patients. Et ça fonctionne très bien. On le fait une fois, on le fait deux fois, on le fait jusqu'à 3 fois par an sur le même endroit articulaire avec un bon succès. Et on essaye même, nous, de faire du PRP, du plasma riche en plaquettes, c'est-à-dire votre propre sang qu'on centrifuge et dont on garde les plaquettes qu'on réinjecte au niveau de la colonne vertébrale, ou même on fait de l'acide hyaluronique. De la même chose, c'est de la viscosupplémentation. C'est quelque chose qui permet de glisser une sorte d'huile que l'on met au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il y a plein d'alternatives thérapeutiques pour vous soulager en fonction de ce que l'on voit sur l'imagerie et qui nous guide pour la meilleure stratégie thérapeutique. Et à chaque patient, évidemment, c'est personnalisé. Donc voilà, on fait souvent uniquement des radios et ça nous suffit. Et parfois sur les radios, vous voyez sur le petit schéma qui est fait à droite, on voit une vertèbre qui glisse un peu sur l'autre. Ça s'appelle un antélisthésie, c'est-à-dire une vertèbre, parce qu'à l'arrière, il y a eu beaucoup d'arthrose. Finalement, ça s'est tellement abîmé que ça s'est un peu décroché et que la vertèbre est décalée par rapport à l'autre et fait, évidemment, vous comprenez, moins de place pour la moelle, moins de place pour les racines nerveuses et que cela engendre des douleurs. La bonne règle, c'est de dire que quand le glissement, entre guillemets, ne dépasse pas un tiers de la vertèbre du dessous, on n'intervient pas. Ensuite, on peut demander à un neurochirurgien son avis pour éventuellement fixer les vertèbres et éviter que ça ne s'aggrave. Évidemment, si la vertèbre est fixée, vous n'avez plus de douleur. Par contre, vous perdez un peu en mobilité puisque cet étage-là, il sera fixé avec des vis. Donc, il y a une arthrodèse, une fixation, et donc cette articulation ne sera plus mobile. Donc, on perd en mobilité, mais on gagne en antalgie. Donc, finalement, c'est un choix à faire. Donc là, on a vu les causes de lumbago, de douleur du bas du dos. Mais par contre, ça peut s'accompagner d'une douleur dans la jambe, soit une lombocruralgie, si c'est le nerf crural, soit une lombosciatalgie, une sciatique, si ça va jusqu'aux orteils. Donc nous, notre travail, c'est de différencier les lombosciatiques communes, qui sont liées à un conflit entre la racine nerveuse qui sort entre deux vertèbres et éventuellement un disque ou de l'arthrose, par rapport aux lombosciatiques symptomatiques qui sont plus graves parce qu'elles reflètent, c'est une douleur, mais cette douleur, elle n'est pas liée à un problème de disque, elle est liée soit à un rhumatisme inflammatoire, comme par exemple la spondylarthrite ankylosante, elle est liée soit à une infection, une spondylodicite, on a une infection, un microbe, une bactérie dans les vertèbres, il faut absolument la traiter parce que sinon, le pus va s'accumuler, il va y avoir un abcès, cet abcès peut abîmer la moelle et rendre paralysés les gens. Donc, il faut faire attention, évidemment, faire un diagnostic rapide. Et puis, au pire des cas, cette lombosciatique, elle est là parce qu'il y a une métastase d'un cancer. Et malheureusement, on fait des diagnostics de cancer de prostate, de cancer du sein, avec des métastases dans la colonne vertébrale qui engendrent ce type de douleur. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours heureux. La plupart des cas, les douleurs, elles sont d'origine bénigne, d'origine commune. Mais dans certains cas extrêmes, elles sont plutôt symptomatiques d'affections plus graves. Donc, encore une fois, la douleur, c'est qu'un symptôme. Sciatique, ça ne veut pas dire le diagnostic. Donc, c'est vraiment un travail médical avant d'enclencher des soins particuliers, de l'ostéopathie, de la kinésithérapie, plein de choses différentes. Mais parfois, les patients font cette étape-là avant d'avoir fait un diagnostic, ce qui, je pense, est une erreur. Donc, la hernie discale fait mal, évidemment. Vous avez vu, le disque, il sert plutôt d'amortisseur. Là, il ne sert plus d'amortisseur, il est reculé et il comprime un nerf. Donc, ça engendre une douleur et parfois, c'est d'origine professionnelle et ça peut être inscrit au tableau des maladies professionnelles et être reconnu comme tel. Donc, est-ce que c'est une lombosciatique commune? Est-ce que c'est une lombosciatique symptomatique? Déjà, quel est l'étage qui est concerné?
Donc, si ça va jusqu'au gros orteil, vous avez vu qu'on a 5 vertèbres lombaires. Et entre chaque vertèbre, entre L4 et L5, il y a le nerf L4 qui sort. Entre L5 et S1, il y a le nerf L5, etc. Donc, entre chaque vertèbre, vous avez une racine nerveuse. Et donc, en fonction de ce que vous allez nous dire, si vous nous dites la douleur, elle va jusqu'au gros orteil, on va dire, OK, c'est la racine L5 qui est concernée. Si au contraire, vous nous dites, ah ben non, la douleur, elle part du dos, mais finalement, elle va sous le pied et elle va jusqu'aux petits orteils, on va savoir que c'est la racine S1. Donc, pour nous, l'interrogatoire, ce que vous nous dites, plus c'est précis, plus on peut deviner où est le problème et donc orienter l'imagerie. Les radios, le scanner, éventuellement l'IRM, ça ne sert qu'à confirmer notre impression. Donc, l'interrogatoire, c'est un temps très important. On vous écoute, on vous demande ce que vous avez et ensuite, on fait des hypothèses qu'on confirme par la radio. Heureusement, on n'est pas dans une médecine numérique où vous feriez un scanner et on vous verrait après, ça n'aurait pas de sens. Vous comprenez la démarche, c'est d'abord un temps d'examen, d'interrogatoire et ensuite un temps d'imagerie pour confirmer. Donc, ce qui va être important, c'est le rythme de la douleur, mécanique ou inflammatoire. Le mode de début, si vous avez déménagé, OK, ça nous rassure. Si vous nous dites j'ai mal, ça fait 3 mois et c'est de pire en pire, on est un peu plus inquiet. Voilà, donc le caractère aigu ou le caractère chronique, si ça fait plusieurs semaines que cela dure, ça sera plus inquiétant. Si vous avez des antécédents lombalgiques, vous avez déjà eu plusieurs lumbagos, ça fait plusieurs années que vous avez mal au dos, c'est plutôt rassurant. Si c'est la première fois que ça fait mal alors que vous avez été 40 ans tranquille, on va être un peu plus concerné. Et puis les symptômes d'alerte, ce sont les troubles sphinctériens, c'est-à-dire qu'on a des patients qui viennent, qui nous disent « je n'arrive pas à uriner » ou je n'arrive pas à aller à la selle » ou au contraire « j'ai une incontinence ». Attention, il y a des complications qui sont graves, qui s'appellent le syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire qu'il y a une vraie compression de la moelle, par exemple par une hernie discale ou par un abcès quand c'est une infection, ou par une épidurite, une inflammation, par exemple quand il y a une métastase. Donc là, attention, il faut intervenir rapidement, puisque sinon il y a des séquelles fonctionnelles importantes. On a des patients qui, malheureusement, sont obligés de se sonder à vie parce que le diagnostic a été fait avec retard et qu'on n'a pas pu intervenir rapidement. Donc ça, ce sont des syndromes, des symptômes d'alerte qui doivent vous faire consulter rapidement. Donc voilà, les éléments d'interrogatoire, ça c'est le rôle du médecin. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? En fonction de ce que vous nous dites, en fonction de l'examen, on va pouvoir classer un petit peu votre douleur et vous orienter soit vers des traitements simples, soit vers une imagerie un peu plus forte, des radios, d'un scanner, une IRM, sachant que normalement, au début, les premières semaines, il n'y a pas besoin, en tout cas pour un lumbago, quelqu'un qui a juste mal au dos, il n'y a pas besoin de faire des radios. Voilà. Sauf s'il a des antécédents particuliers. Si c'est un patient qui est connu pour avoir eu un cancer récemment, on va être un peu plus inquiet, peut-être qu'on va faire des radios, mais sinon, normalement, l'imagerie, elle est inutile au tout début. Donc, c'est pour ça, soyez pas étonnés si vous n'avez pas de radio, ce n'est pas grave, c'est même plutôt normal. Sachez aussi qu'une radio, un scanner, ça irradie, donc ce n'est pas terrible non plus de se prendre des rayons qui ne sont pas justifiés. Donc, c'est aussi le rôle du médecin de savoir s'il faut ou pas faire un examen. Et c'est aussi, donc ce n'est pas une sanction quand on ne vous fait pas une prescription de radio ou de scanner. Certains sont déçus, mais il ne faut pas l'être en fait. C'est plutôt bien pour vous. Et sur une vie, il faut mieux avoir le moins de scanners possible qu'en avoir eu tous les mois, puisque ça induit des complications aussi. On vous fera ça, le signe de l'ASEC. Souvent, on vous allonge. Quand vous avez une sciatique, on vous allonge et on vous soulève la jambe. C'est pour mettre en tension votre nerf sciatique. Et en fonction du degré que vous pouvez faire sans douleur, ça sera plus ou moins serré, plus ou moins grave. Donc là, le monsieur, en l'occurrence, il a au moins 45 degrés, c'est pas mal. Mais on a des patients, dès 10 degrés, dès qu'on soulève à peine la jambe, ils ont très mal. Donc on imagine bien qu'au quotidien, c'est compliqué, ils ne peuvent pas marcher. Et ces patients-là, on les hospitalise pour leur faire des infiltrations dans le bas du dos et les soulager rapidement. Donc complications graves, j'en ai parlé, le syndrome de la queue de cheval. S'il y a des signes neurologiques, notamment des troubles sphinctériens, attention, on ira plus vite, voire on vous hospitalisera systématiquement pour faire un diagnostic plus rapide, puisque nous avons des accès à l'imagerie qui sont plus rapides la nuit. Donc, on vous hospitalise dans le service de rhumatologie et la nuit, on vous fait votre IRM. Comme ça, on a plus rapidement accès à un diagnostic plus précis. Sur cette colonne vertébrale, vous voyez en bas, il y a une boule noire qui interrompt le trajet tout blanc. En fait, c'est le disque entre la vertèbre L4 et la vertèbre L5, il a reculé, il a complètement comprimé l'espace et la moelle, elle n'a plus de place. Donc, les racines de la moelle, elles sont complètement sidérées, elles ne peuvent plus travailler. Donc, ce patient vient, il a un globe urinaire, il a une grosse vessie, il est incapable d'uriner
et il faut absolument, impérativement l'opérer dans les 6 heures, sinon il va avoir des séquelles fonctionnelles. Donc, l'IRM nous permet de faire ce diagnostic. Donc, voilà, ça, il faut agir rapidement. Il ne faut surtout pas laisser le patient chez lui en lui disant « c'est pas grave, ça va s'améliorer ». Ça ne va pas s'améliorer beaucoup et vous voyez pourquoi, puisque le disque, il est vraiment de façon agressive reculé derrière les vertèbres. Et quand c'est très grave, vous voyez ici, je suis avec mon collègue et ami, le professeur Johan Pelletier, qui est chef du service de neurochirurgie au CHU d'Amiens, qui donne des avis sur deuxième avis. Il y a une coopération médico-chirurgicale, c'est important. Parfois, c'est le médecin qui intervient, parfois, c'est le chirurgien, parfois, c'est les deux. Mais voilà, il faut se parler et c'est important quand vous pouvez bénéficier d'une équipe qui est opérationnelle et qui est soudée et qui sait à qui revient l'intervention. Est-ce que c'est un stade chirurgical? Est-ce que c'est un stade médical? Évidemment, on fait en sorte d'opérer le moins possible de patients, mais parfois, il est nécessaire de le faire. Donc, les examens complémentaires, voilà, on ne le fait précocement qu'à partir d'un certain âge ou au contraire chez quelqu'un de très jeune, puisque un adolescent qui a 12 ans, il ne va pas chercher un arrêt de travail. Donc, celui qui a vraiment mal, qui a sa sciatique, on va être un peu plus inquiet. Donc, on va faire chez les très jeunes ou on va faire chez les plus vieux. Si vous avez eu, je vais dire n'importe quoi, un abcès dentaire récemment et qu'après vous avez mal au dos avec de la fièvre, attention, on va peut-être suspecter que votre abcès dentaire a fait qu'une bactérie est allée dans votre sang et s'est greffée au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, si récemment vous avez eu un abcès dentaire, un panari ou quelque chose, on va plus vite faire une imagerie. Si vous avez de la fièvre, si vous avez des signes neurologiques ou si on ne comprend pas bien votre tableau, eh bien, on fera un examen radiologique plus rapidement aussi. Mais sinon, vraiment, le moins possible d'examen est le mieux. Donc, quand c'est paralysant, si vous ne pouvez pas bouger le pied, si vous ne pouvez pas bouger les orteils, là c'est pareil, on est inquiet et on vous hospitalise et on vous fait une IRM rapidement. Mais sinon, ça peut attendre, vous voyez, 6 à 8 semaines. Le premier mois, il n'est pas du tout aberrant que vous n'ayez pas d'imagerie, vraiment. Et on parlait tout à l'heure du coût pour la sécurité sociale. Alors, on est tous concernés, hein, ce sont nos impôts. Donc, voilà, les examens, non seulement ils sont irradiants, mais en plus ils coûtent cher. Donc, pour la communauté, c'est bien aussi de ne pas faire des examens qui ne sont pas justifiés. Voilà. Sachant qu'on ne cherche pas les mêmes choses, que le scanner va nous donner une très bonne vision de l'os et éventuellement des hernies discales, et que l'IRM, elle, va nous donner un signal magnétique et donc va nous rechercher éventuellement des signes d'œdème osseux qui sont vus dans les inflammations, les spondylarthrites ankylosantes notamment, dans les infections, où on verra l'infection bactérienne, on verra le pus grâce à ça. Donc, on ne cherche pas la même chose avec les mêmes examens. Et vous savez comme moi que l'IRM, on est limité par son accessibilité. On n'en a pas facilement. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire, c'est une coupe de colonne vertébrale. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? C'est pour vous expliquer qu'en fait, sur une racine, là, vous voyez, vous avez la moelle au milieu qui est censée être protégée. Il y a une hernie discale. Le disque recule et écrase la racine nerveuse. Donc, ce patient va avoir une sciatique du côté où le nerf est écrasé. Donc, ça fait très mal, évidemment. Mais si cette hernie, elle était au milieu, si elle poussait sur la moelle au milieu, eh bien, elle ferait aussi mal, mais un type différent de douleur. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, on recherche sur le scanner. Ce que j'ai mis en rond, eh bien, c'est la hernie discale, c'est la même chose. Vous voyez, ça, ce qu'on voit, c'est un dessin amélioré. Et ça, c'est ce qu'on voit sur le scanner. Donc, on recherche cette hernie. Et là, on a une corrélation entre ce que le patient explique. J'ai mal au dos et j'ai une sciatique à gauche. Et bien, on regarde au bon étage L4, L5 et on voit, boum, il a une compression de sa racine nerveuse par le disque. La cruralgie, c'est la même chose que la sciatique, sauf que ça n'affecte pas le nerf sciatique, mais le nerf crural. Donc, ce ne sont pas les mêmes racines nerveuses. Donc, ça se situe plus haut dans la colonne vertébrale. Le nerf sciatique, c'est les racines S1 ou L5. Donc, ça concerne la vertèbre S1, la vertèbre L5. Les cruralgies, ce sont les racines L3 ou L4. Donc, on est plus haut dans la colonne vertébrale lombaire. Mais sinon, c'est la même chose. Et vous voyez sur ces schémas sensitifs, en fonction de la douleur que vous décrivez, on peut être à même de dire c'est plutôt L3, plutôt L4, plutôt L5, plutôt S1 qui est concerné par votre douleur. Bon, c'est de la théorie, hein. En pratique, parfois, il est difficile de dire exactement, précisément où on a mal. On est bien d'accord. Mais en théorie, c'est ça qu'on recherche. Voilà. Et puis après, il y a des diagnostics différentiels. Vous venez, vous nous dites j'ai mal à la cuisse. OK, ça vient peut-être d'une lombocruralgie, mais ça peut être aussi un problème de la coxo-fémorale, une coxarthrose, une douleur de la hanche.
ou une douleur à l'arrière de la fesse au niveau de la sacro-iliaque, voilà, arthrose de la sacro-iliaque, inflammation de la sacro-iliaque, sacroiliite, ou ça peut être une irritation d'un nerf, ou parfois c'est un diabète, une découverte de diabète. Curieusement, l'hyperglycémie liée au diabète, eh ben, ça engendre aussi des douleurs qui simulent une cruralgie. Donc, on a plein de causes. On peut avoir aussi des hernies inguinales, donc c'est-à-dire l'intestin qui passe sous la peau. Donc, l'examen de votre médecin, il est important pour déterminer si votre douleur elle vient bien de la colonne vertébrale ou si ce n'est pas un diagnostic différentiel, une autre cause rhumatologique ou autre à l'origine de vos douleurs. Tout à l'heure, je vous ai montré les articulations postérieures des vertèbres. Elles peuvent être atteintes par de l'arthrose. L'arthrose fait que finalement, la place pour la moelle, elle est réduite, ça se rétrécit. Donc, c'est un canal lombaire qui est rétréci à cause de l'arthrose. Donc, les patients se plaignent. Dès qu'ils sont debout ou allongés sur le dos, ça fait mal. Et ils sont souvent en position en avant pour décomprimer un peu l'arrière de leur colonne vertébrale. Et finalement, ils se plaignent d'un périmètre de marche qui est limité. Ils nous disent, au bout de 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, j'ai mal, je ne peux plus, je m'arrête, j'attends 5 minutes et je repars. Donc ça, pour nous, c'est typique d'un rétrécissement du canal lombaire. Vous voyez que finalement, la moelle, elle n'a plus beaucoup de place. L'espace, il est réduit. Donc la moelle, elle est plus oxygénée. Dès que vous marchez un certain temps, ça fait mal. Donc là, on peut faire des infiltrations. C'est efficace un certain temps. Mais bien souvent, il faut demander au neurochirurgien de décomprimer, d'ouvrir, de faire un recalibrage du canal lombaire. Et là, on est plus dans un stade chirurgical que dans un stade médical d'intervention. Et là, ça serait complètement justifié de faire cette intervention chirurgicale. Si le patient nous dit « j'ai 65 ans, je ne peux pas aller faire mes courses », on est bien d'accord que c'est une qualité de vie qui est fortement altérée et qui peut donc justifier une chirurgie. Donc, la notion de périmètre de marche est le signe du caddie. Pour nous, c'est les patients qui nous disent « je suis soulagé en faisant mes courses, en poussant mon caddie ». Oui, parce que vous mettez votre colonne vertébrale vers l'avant. Donc, c'est vraiment pour décharger vos articulations postérieures de la colonne. Donc, pour nous, c'est un bon signe qui nous oriente vers ce type de maladie où finalement, il n'y a pas de déficit neurologique, mais il y a une vraie gêne. Donc, voilà, vous mettez votre colonne en avant, ça va mieux. Vous la mettez en extension, vous êtes allongé sur un lit, vous avez très mal du fait de cette arthrose qui est à l'arrière de la colonne. Et vous voyez, le disque, il n'a rien du tout. Ce n'est pas un problème de disque, c'est un problème arrière, un problème d'articulation arrière de la colonne vertébrale. Alors, le traitement, on fait ce qu'on peut. Déjà, on lutte contre le surpoids. On essaye de faire une activité physique régulière, puisqu'avec l'âge, on perd tous en muscles. Donc, à 20 ans, on faisait beaucoup de sport. À 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, on en fait moins. C'est une erreur. Il faut refaire une activité physique, il faut faire du pilates, il faut faire des choses simples, mais des choses régulières et qui sont efficaces. Des choses qui vous plaisent. Si vous avez envie de marcher, si vous avez envie de faire du vélo, faites-en, mais faites-en régulièrement et pensez à bien vous assouplir, c'est important. Mais l'assouplissement, c'est une chose, la musculation, c'en est une autre, donc il faut aussi se muscler et ça, c'est quelque chose d'important pour bien se tenir droit et avoir une colonne en bonne santé. Et puis, si vous avez fort mal, on donne des antalgiques, des médicaments contre la douleur. Donc, le simple Doliprane, à mon avis, le simple paracétamol suffit. On n'est pas obligé de passer à des paliers 2, voire des paliers 3, puisqu'après, on induit une dépendance à des médicaments. Donc, le plus simple possible, je pense que c'est important. Et puis, on peut faire des infiltrations. Et puis, dans le pire des cas, on demande au chirurgien d'intervenir. Vous voyez, on a un arsenal thérapeutique qui est assez vaste. On peut aussi utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais les anti-inflammatoires, vous savez bien que ça peut faire mal à l'estomac. Certains patients âgés ont des anticoagulants, donc une contre-indication à associer les anticoagulants et les anti-inflammatoires. Donc, c'est à manier avec précaution. Voilà. Je reviens sur les lomboradiculalgies symptomatiques. Voilà, attention, ce n'est pas dû au disque, ce n'est pas lié à l'arthrose. C'est lié à quelque chose de plus grave. Et ça, c'est pour insister sur le fait que le temps médical, l'interrogatoire, vos antécédents, les caractéristiques de votre douleur, c'est important et vous devez être écouté et entendu parce qu'il ne faut pas passer à côté d'un diagnostic d'une infection sévère. Vous voyez qu'entre les fractures vertébrales, entre les métastases, entre les infections, les tumeurs, les virus parfois aussi, ou les rhumatismes inflammatoires comme la spondylarthrite ankylosante, on a plein de causes qui peuvent donner mal au dos et qui ne sont pas des causes simples, qui ne sont pas des hernies discales, qui ne sont pas de l'arthrose, mais qui sont des choses un peu plus compliquées. Là, sur cette vertèbre, vous voyez, on a fait juste une radio, c'est une radio toute bête. Sur cette radio toute bête, vous voyez que la vertèbre en face, elle n'est pas carrée.
elle est complètement affaissée d'un côté parce qu'il y a une métastase. Voilà. Et on la voit juste à la radio. C'est pour ça que des radios suffisent. Des simples radios, ça peut beaucoup nous orienter. Là, vous voyez, en haut, il y a une vertèbre qui est bien carrée, en bas, il y a une vertèbre qui est bien carrée, puis au milieu, il y a ce qui s'appelle un tassement de vertèbres en galette. Vous voyez que la vertèbre, elle est complètement écrasée. Ben, ça, c'est un tassement de vertèbres d'origine ostéoporotique, probablement une patiente ménopausée qui, après un effort de soulèvement, boum, a eu mal au dos d'un coup et a s'est tassé sa vertèbre. Alors, heureusement, cette vertèbre, elle n'est pas reculée, elle n'écrase pas la moelle, il n'y a pas de signe neurologique. Néanmoins, vous imaginez bien, c'est une fracture. Donc, pendant au moins 6 semaines, cette patiente va avoir très mal au dos du fait de cette fracture vertébrale. Et tout l'enjeu du rhumatologue, c'est d'éviter qu'il y ait une nouvelle fracture, puisque si on ne la traite pas, on sait statistiquement, dans les 6 mois, elle va avoir une nouvelle fracture de vertèbre. Donc, vous allez perdre en taille, vous allez avoir super mal et ça va recommencer. Donc, l'intérêt, c'est qu'on mette en route un traitement et un suivi pour plusieurs années. Là, une IRM, vous voyez dans la zone que j'ai entourée, on ne distingue pas bien les vertèbres, il y a un vrai fracas, il y a probablement une infection ou une métastase, quelque chose qui a fait que les vertèbres et le disque, ils sont complètement abîmés. Vous voyez que ça recule sur la moelle et donc il y a un risque de compression. Je vais juste vous dire, voilà, ici, une vertèbre qui est complètement abîmée. D'un côté, c'est condensant. Certains cancers font des vertèbres avec des métastases condensantes, d'autres font des vertèbres, des trous, des vertèbres lithiques. Donc voilà, malheureusement, un mal de dos peut aussi être lié à des métastases de cancer. Et évidemment, c'est beaucoup plus dramatique. Juste vous parler de ce qu'on appelle la maladie de Scheuermann. Certains d'entre vous ont grandi vite et ont des vertèbres qui ne sont pas tout à fait carrées. Ce n'est pas grave, mais voilà. On voit ce genre d'aspect et ben, évidemment, on ne va pas refaire toutes vos vertèbres. Donc, il faudra apprendre à vivre avec un certain seuil douloureux, malheureusement. Et puis, ben, la prévention, c'est quoi? C'est adopter une bonne posture au quotidien, c'est faire du gainage, de la natation sur le dos notamment, ça vous renforce vos muscles et ça, c'est important. La marche rapide, le yoga, le pilate dont on parlait. Choisir une literie adaptée, ça, c'est important. On n'est pas tous égaux. Certains préféreront des matelas durs, des matelas mous, peu importe, mais une literie adaptée. Si vous avez mal en dormant, c'est que votre literie n'est pas adaptée, donc il faut en essayer une autre. L'ergonomie des gestes du quotidien, apprendre à bien se baisser, faites travailler vos cuisses et vos quadriceps plutôt que vous penchez avec votre dos. Ça s'apprend dès la jeunesse pour épargner son dos. Et puis aussi, gérer son stress, puisque le mal de dos, j'en ai plein le dos. Malheureusement aussi, ce n'est pas une pathologie organique, c'est une pathologie psychologique. Ça arrive. On peut être gêné au boulot, on peut être gêné avec son conjoint, il peut être gêné avec plein de choses. Il faut savoir le dire, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir agir, parce que sinon, nous, les rhumatologues, on vous voit, mais on ne trouve rien d'organique. Et donc, on vous dit, c'est pas votre dos, en fait, c'est vous. Donc, le mal de dos, le plein de dos, il faut aussi savoir l'entendre et le détecter. Et puis, lutte contre le surpoids, hein, franchement, c'est important. D'une part, pour la contrainte mécanique, mais aussi parce que le tissu gras, il va fabriquer des petits médiateurs de l'inflammation qui vont faire encore plus de douleur. Donc, c'est important, non seulement pour le poids, mais pour l'inflammation. Et on voit bien qu'un voilier qui a trop de voiles, le mât il va souffrir. Votre colonne, c'est le mât du bateau. Donc, vous mettez moins de voilure, ça va aller mieux. Donc, c'est important. Alimentation équilibrée, bouger, un sommeil de bonne qualité et puis éventuellement se faire aider par un suivi médical ou diététique. C'est important et ça vous fera énormément de bien. Voilà, donc pour conclure, le mal de dos, c'est une plainte très fréquente. Souvent, ce n'est pas grave, heureusement, et on a, en corrigeant des gestes simples, rapidement des bons résultats. Le bilan, il doit être rigoureux, j'insiste. S'il y a des signes d'alerte ou si on est inquiet, il faut consulter son médecin et faire un bilan. C'est important, mais le bilan, c'est surtout l'interrogatoire et l'examen. Ce n'est pas forcément des examens d'imagerie. Voilà. Et votre hygiène de vie, meilleure elle sera évidemment et moins vous aurez mal au dos. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a bien compris que du coup les maux de dos étaient effectivement dus à des causes très diverses. On a compris aussi qu'il y avait plein de facteurs de risque associés, on a compris quels étaient les signaux d'alerte. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la prise en charge du mal de dos, parce que j'imagine que énormément de personnes sont là et nous écoutent parce qu'ils ont mal au dos. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir sur les prises en charge efficaces? Vous avez parlé de médicaments, vous avez parlé de kinésithérapie, vous avez parlé d'opérations.
Est-ce qu'on peut revenir sur chacun chacune des prises en charge? Ouais, sans problème. Le plus simple, c'est on vous examine, on vous dit, bon, ça a l'air d'être vous avez mal au dos, ça a l'air d'être commun, il n'y a pas de signe de gravité. Bon, le traitement, ça va être du paracétamol. Le paracétamol, 1 gramme, matin, midi, soir, à la demande, donc 3 fois par jour, c'est bien. Ça va être éventuellement, si vous avez une contracture musculaire, on va demander éventuellement des séances de kinésithérapie pour lutter contre la contracture. Si un muscle est douloureux, il est contracté, si vous appuyez bien dessus, donc ça doit faire un petit peu mal, mais quand on appuie sur un muscle, on l'empêche de recevoir la vascularisation, l'artère elle passe plus, donc il n'y a plus d'oxygène, et s'il n'y a plus d'oxygène, le muscle n'a plus de carburant, donc il se relâche. Donc vraiment, les massages décontracturants qui sont un peu douloureux, ça fait du bien puisque ça relâche le muscle. Donc on a des thérapies physiques, et vous voyez là, il n'y a pas de médicaments, c'est des massages et ça suffit aussi. Et puis, si on veut proposer autre chose, on peut proposer des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les corticoïdes, on évite de les donner parce que les corticoïdes, c'est un effet très fort anti-inflammatoire, mais ça a aussi beaucoup de complications, un risque d'infection, d'ostéoporose, de diabète, etc. Donc les corticoïdes, on les réservera pour d'autres situations, pas pour celle-ci, sauf si le patient nous dit j'ai un ulcère d'estomac, je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire, ou j'ai de l'hypertension artérielle, je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire, etc. Donc, c'est important de bien adapter le traitement en fonction du patient qu'on a face à soi. Et puis, la chirurgie, on la garde pour les cas extrêmes et après un échec de tous les traitements médicaux parce que sinon, on opérerait tout le monde. Et heureusement, on n'opère pas tout le monde. On opère, je pense, 5% des patients qu'on voit, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui permet que 95% des patients puissent s'en sortir en adoptant une autre hygiène de vie, en perdant du poids, en refaisant du sport. Il faut être patient. Et puis il faut aussi être indulgent avec soi-même. Donc il faut se donner du temps. Il ne faut pas se dire, voilà, dans 2 mois, je vais avoir perdu 5 kilos, je vais aller mieux. Non, c'est pas comme ça. Il faut se donner rendez-vous 6 mois après. Il faut vraiment être lent, patient et puis se faire accompagner, c'est important. Mais cette démarche, elle s'inscrit dans le long terme et puis on a de très bons résultats. Merci. Alors, ça m'amène d'autres questions. D'abord, en ce qui concerne les infiltrations, qui sont aussi une des possibilités dont vous avez parlé tout à l'heure. Les infiltrations, quels sont les produits qu'on met dans les infiltrations et puis dans quel cas on passe à l'infiltration. Et j'ai une autre question, c'est opération. Quand doit-on se faire opérer par un neurochirurgien et quand doit-on se faire opérer par un orthopédiste? Alors, Et c'est des bonnes questions. Quel type de produit on fait? On peut faire donc 3 types de produits. Ce que nous, on fait, soit des corticoïdes qui ont des vertus anti-inflammatoires, soit de l'acide hyaluronique qui a des vertus de glissement, que l'on fait par exemple dans l'arthrose du genou, soit du PRP, du plasma riche en plaquettes. On prend votre sang, au centrifuge, on prend vos propres plaquettes et on réinjecte dans l'articulation. Alors ça, c'est encore au stade expérimental au niveau du dos. On a de bons résultats au niveau de la hanche et du genou. Au niveau du dos, on a aussi des bons résultats, mais franchement, c'est débutant. Et on verra au fil des ans si cette technique fonctionne bien, parce qu'elle est quand même un petit peu lourde. On vous fait une prise de sang, on vous prend quand même quelques heures. Donc voilà, c'est encore à évaluer, mais en fonction du patient, si on peut tester l'une ou l'autre de ces options et avec une bonne efficacité, mais on ne le fait que si le traitement médical n'a pas fonctionné. Donc au début, on vous met des traitements contre la douleur, on vous met des anti-inflammatoires, on fait de la kiné, des massages. Si ça fonctionne, va très bien. Et puis sinon, on passe à l'étape 2, les infiltrations. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens sont sous aspirine, sous Plavix, sous anticoagulants. Donc faire une infiltration, c'est aussi risqué. Comme on met une aiguille dans la colonne, c'est aussi risqué qu'il y ait un hématome et un saignement. Donc et puis, même si on le fait très bien, même si on met un masque, même si on met des gants, même si on désinfecte correctement, il y a aussi malheureusement des problèmes, un aléa thérapeutique lié à l'infiltration. On risque de mettre un microbe, on risque de faire saigner. Donc une infiltration, elle n'est jamais dénuée de risque. Celui qui vous dit qu'il n'y a pas de risque, ce n'est pas vrai. Il y a toujours un risque. Il est faible, mais il existe quand même. Donc on pondère nos gestes, on ne les fait pas à tout le monde. Voilà. Et puis sinon, pour le chirurgien, en fait, il y a de très très bons chirurgiens de la colonne vertébrale. Nous, à Amiens, il se trouve que ce sont les neurochirurgiens. Dans certaines équipes, ce sont des chirurgiens orthopédistes. Pas de problème. Il n'y a pas de guerre de clocher ici. Il faut juste des gens entraînés et qui comprennent bien et qui savent bien prendre en charge. Mais il y a d'excellents spécialistes, quelle que soit leur spécialité, pour cette chirurgie. Mais comment savoir quand on est patient s'il vaut mieux un neurochirurgien ou un orthopédiste? Ça, il faut demander conseil à votre médecin, il saura. Parce que souvent, dans les régions, on sait qui est spécialisé dans quoi. Et si vous demandez au chirurgien que vous voyez, s'il vous dit j'en ai opéré 3 en 10 ans, je pense qu'il vaut mieux prendre quelqu'un d'autre.
Et Ok. après, n'hésitez pas, vous pouvez aussi prendre plusieurs avis. Ce n'est pas parce que vous avez vu un chirurgien qui vous a donné un avis. Il faut être en confiance. C'est pareil avec votre médecin. Si vous n'êtes pas en confiance, eh ben, il faut plutôt. Enfin, vous pouvez prendre plusieurs avis de chirurgien avant de vous faire opérer. Très bien, bah, je peux que conforter ce que vous dites. Euh, En termes de conseils pratiques, et on va passer aux questions maintenant des participants, mais avant, juste un conseil pratique au quotidien. Est-ce qu'il y a des postures à adopter au travail, des gestes à éviter? En fait, il faut avoir un bon siège, il faut être bien assis, bien droit. Il y a les troubles musculo-squelettiques, hein, vous savez bien, alors les épaules, les mains, les poignets, tout ça. Donc, il faut une bonne posture, il ne faut pas un bureau trop haut, trop bas. Donc, tout ça, ça peut se discuter avec la médecine du travail pour avoir un mobilier adapté aussi. Ou des sièges, vous savez, vous avez les sièges où vous êtes à genoux et pas assis. Donc, il y a plein de petits moyens. Et puis surtout, pensez à vous lever, pas rester assis pendant 3 heures devant votre ordinateur jusqu'à la pause déjeuner. C'est important aussi de vous mettre en mouvement et de faire quelques pas, de vous dégourdir le dos et de vous rasseoir, puisque plus vous allez rester bloqué, plus vous allez mettre du temps à dérouiller les articulations et à vous faire mal au dos, malheureusement. Donc, il faut bouger et le faire régulièrement. Très bien. Alors, on passe aux questions des internautes. Du coup, une première question. Discopathie étagée et hernie discale. Quelle Mhm. solution pour moins souffrir? Est-ce qu'il faut se faire opérer ou vivre avec? Quelle alternative aux anti-inflammatoires? Quelles activités sportives pratiquer? Alors, c'est un patient qui a donc plusieurs disques abîmés. Plusieurs disques abîmés. Le chirurgien, souvent, ils font des arthrodèses, ils bloquent, mais pas plus de 3 étages, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'imaginez qu'on vous met des vis sur 3 vertèbres, ça bloque quand même plusieurs étages, donc c'est quand même pas anodin. Il y a un risque aussi d'infection, hein. Le chirurgien qui met du matériel étranger, ben, malheureusement, il peut mettre un microbe, même s'il travaille bien, ça peut malheureusement arriver. Donc attention. Quel sport faire? Ben, déjà, ce patient qui a des discopathies, pourquoi il a des discopathies? Est-ce qu'il a un rhumatisme, une spondylarthrite qui a fait que les disques se sont abîmés plus vite que la normale? C'est une option. Ou est-ce que c'est un patient qui a eu un travail physique ou qui a été sportif de haut niveau ou qui a des contraintes sur sa colonne? Donc, il faut savoir pourquoi il a abîmé ses disques. Et puis après, en fonction de ça, on lui conseillera un sport en particulier ou un autre. Quelqu'un qui a des disques étagés abîmés, je pense qu'il faut éviter une contrainte de poids sur la colonne vertébrale. Donc, c'est pas mal, par exemple, qu'il fasse de la natation, puisque là, sa colonne va pouvoir travailler, mais avec l'eau qui va porter le poids, et donc il ne va pas surcharger de douleur sa colonne vertébrale. Donc, nager sur le dos avec une frite sous le cou pour ne pas se faire mal au cervical, c'est quelque chose qui pourrait être conseillé, ou faire du vélo. Et sur les solutions pour moins souffrir, c'est toujours les mêmes médicaments, opération, médicaments. Qu'est-ce que vous répondez pour ce type de patient? Bah, je pense que si c'est discopathie étagée, la chirurgie, elle est quand même un peu plus aléatoire que si c'est juste une hernie discale, un seul étage à intervenir. D'accord. Donc, si on peut éviter une chirurgie, c'est toujours mieux. Mais ça, c'est le point de vue du médecin. Peut-être que les chirurgiens diraient, mais non, il n'y a pas de problème. Mais bon, il faut être raisonnable. Et donc là, la solution, c'est d'abord médicaments, ensuite infiltration. Toujours. Voilà. Toujours médicaments, à mon avis, avant de vous faire opérer, il faut prendre conseil auprès d'un spécialiste. Alors, il y a les rééducateurs fonctionnels qui sont aussi d'excellents spécialistes du dos, et les rhumatologues sont par définition, nous sommes des spécialistes du dos. Et puis sinon, après, on voit avec le chirurgien. Mais avant de se faire opérer, parfois, un traitement médical suffit, et puis ça vous évite une opération. C'est aussi une anesthésie générale, donc c'est pas anodin de se faire opérer. Une autre question, comment prévenir l'arthrose? Et puis, toujours même question, hein, quel traitement possible pour soulager des douleurs d'arthrose et comment soigner l'arthrose? Est-ce que ça se soigne? Alors, l'arthrose, c'est de l'usure du cartilage. Donc, malheureusement, on a des thérapies, hein. On essaye de refabriquer à partir de cellules souches des cellules de cartilage et de les réimplanter. Mais pour le moment, on est très, 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 très loin. Celui qui arrive à le faire, il aura le prix Nobel et je pense qu'il réussira à soulager beaucoup de gens dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas au point. Donc, l'idée, c'est de ne pas abîmer son cartilage articulaire, car si vous l'abîmez, c'est trop tard. On n'est pas capable de le refaire. Et malheureusement, en 2025, la seule solution pour soigner une articulation en cas de l'arthrose, c'est la prothèse. Vous avez une arthrose de hanche, de la coxo-fémorale, vous avez une arthrose du genou. Si c'est trop évolué, on vous mettra une prothèse. Donc, il faut absolument éviter d'arriver à ce stade-là. Donc, lutte contre le surpoids, encore et toujours, vraiment.
exercice régulier, bien s'hydrater, puisque le cartilage, il est surtout composé d'eau. Donc, il faut boire 1,5 litre d'eau, 2 litres par jour. Et ça, je vous vois boire, c'est très bien. Il faut absolument, moi aussi j'ai ma bouteille, donc il faut absolument boire régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Faire des exercices, puisque la mécanique, elle ne s'use que quand on ne l'utilise pas. Donc, il faut bouger. Ça, c'est important. Et puis alors, dans les thérapies, le curcuma donc est complément naturel, donne des bons essais et des bons résultats. Et dans les recommandations américaines, par exemple contre l'arthrose, le curcuma est mentionné. Je pense que c'est quelque chose qui peut soulager certains patients, donc n'hésitez pas. Très bien, merci. Alors, comment empêcher au quotidien qu'un lumbago revienne? Et puis, même question, quel traitement pour un lumbago? Donc le mal de dos simple, le lumbago, c'est pas grave, mais évidemment, comme le dit l'internaute, ça peut revenir. Donc, évitez ce qui vous a fait le premier épisode. Donc, si c'était en portant des choses trop lourdes, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Il y en a qui peuvent porter 4 packs de lait. Il y en a, au bout de 3 kilos, ils ont mal au dos. Donc, si vous, au bout de 4 kilos, vous avez mal au dos, vous ne portez pas le pack entier. Sinon, vous allez vous refaire mal au dos. C'est tout bête. Après, vous pouvez vous remuscler. Donc, ça, c'est important. Mais ne déséquilibrez pas votre colonne. La colonne, c'est l'avant et l'arrière. Donc, si vous faites beaucoup d'abdominaux, c'est très bien. Mais il faut aussi vous muscler les muscles lombaires. Donc, nager sur le dos, vous faire des exercices qui vont vous faire travailler les érecteurs de la colonne vertébrale. Ça, c'est important. Et puis, vous pouvez faire des abdos, vous pouvez faire des squats aussi. Faites des quadriceps. Donc, des quadriceps forts, du squat. Vous savez, vous baissez, vous relevez. Vous faites des séries le matin, vous faites des séries le soir. Vous faites ça tous les jours pendant 2-3 semaines. Vous verrez, votre capacité musculaire renforcée va faire que vous allez avoir beaucoup moins mal. Parce qu'on pense toujours souplesse, on pense toujours assouplir. Le pilate, c'est très très bien. Le yoga, la relaxation, c'est très très bien. Mais l'assouplissement, ça ne suffit pas. Il faut aussi se muscler. Et refaire du muscle, manger des protéines, ça c'est important. Ok, donc effectivement, abdos, squat et puis Superman pour se muscler le dos ou natation sur le dos, c'est ça? Voilà, vraiment pas forcément Superman, mais pensez que dans vos objectifs, il faut faire bouger vos articulations, il faut gagner de l'amplitude articulaire, mais il faut aussi gagner de la puissance musculaire et l'un ne va pas sans l'autre. Très bien. Alors, pareil pour les sciatiques, en fait, est-ce qu'elles peuvent revenir? Comment? Comment les prévenir et comment soigner une sciatique, si possible, sans médicaments? Malheureusement, elles peuvent revenir et je dirais même, j'ai vu la question d'un internaute qui disait j'ai été opéré d'une hernie discale et il y a une récidive. On sait qu'une colonne vertébrale qui a été opérée est plus fragile qu'une autre. Faites attention, ménagez-vous, faites une activité physique régulière, mais pas trop. Voilà, on parle des aidants. Oui, les aidants, surtout si vous aidez quelqu'un qui a une mobilité réduite ou qui a un handicap, oui, vous allez prendre, malheureusement, vous allez être plus à risque d'avoir mal au dos que quelqu'un d'autre. Donc, votre quotidien, il doit aussi être adapté, malheureusement. Mais quelqu'un qui fait des lumbagos à répétition ou des lombosciatiques à répétition, c'est surtout l'ergonomie de son quotidien qui doit être repensée. Bien, et parfois s'aider d'une ceinture lombaire aussi. Vous allez faire vos courses, vous faites un trajet en voiture qui est long, et achetez une ceinture lombaire, ça peut aussi vous être très efficace pour vous soulager et éviter que ça récidive. Très bien. Alors, peut-il exister, pardon, une relation entre douleur dorsale et migraine? Alors, c'est souvent douleur cervicale, c'est souvent le cou. Quand on a mal au cou, quand on est bloqué, et il y a des petits nerfs qui peuvent être bloqués à l'arrière de la jonction entre la colonne cervicale et la base du crâne, ça peut engendrer des douleurs et des migraines, ça c'est sûr. Et quelque chose de très simple. Alors, certains tirent avantage d'un oreiller ergonomique, je ne suis pas convaincu que ce soit le mieux. Moi, ce que je conseille, c'est le port d'une minerve cervicale souple. Vous mettez un collier mousse, mais vous dormez avec. Vous ne le mettez pas dans la journée, puisqu'il faut pouvoir bouger sa colonne. Mais par contre, vous dormez avec. Alors, c'est un peu contraignant l'été, c'est vrai que c'est pas forcément glamour, mais vous faites quelques nuits avec ça, et je pense que ça met au repos les muscles de votre colonne cervicale, donc les choses s'apaisent, et si les muscles se détendent, vous libérez de la place pour les nerfs, et vous avez moins mal. Donc, le port d'une minerve cervicale souple, c'est tout simple, c'est pas cher, et ça évite de prendre des médicaments, donc c'est à favoriser, et je pense que ça peut avoir une action sur vos migraines. Très bien, merci. Une autre question, quelles sont les meilleures postures à avoir en dormant? Vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais
Il y a pas de règle. Chacun dort comme il veut, du moment qu'il dort bien. Donc c'est la meilleure posture, c'est quand on a pas mal en fait. Ouais, c'est ça. Et puis avoir une bonne literie. C'est vrai que les fabricants de matelas, ils font plein de pubs. Après, franchement, c'est à vous d'essayer. C'est à vous de voir si certains préfèrent des matelas mémoire de forme, d'autres préfèrent des matelas plutôt durs et avec une attaque rigide. Franchement, ça, c'est. Il y a pas de règle. C'est chacun est fait comme il est fait. Et puis, il faut aussi être d'accord avec son conjoint parce que s'il y en a un qui veut un matelas dur et un matelas souple, ça va pas le faire. Même si on peut faire des lits avec des matelas un peu différents au sein du même lit. Mais voilà, ça se discute, ça s'essaye et ça se change. Il vaut mieux investir dans un matelas que de se faire opérer du dos, à mon avis. Est-ce qu'il existe des centres comme pour les cures thermales, des centres de rééducation pour les douleurs du dos avec des conseils pour soulager et vivre mieux avec ces douleurs? Peut-être aussi des centres antidouleurs alors. Alors, tout ça, ça existe. Mais je pense que si vous avez vu un spécialiste de la colonne, donc un rééducateur, un rhumatologue, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir le centre antidouleur qui, lui, va forcément lutter contre la douleur. Mais moi, chacun son école. La mienne, c'est de faire le moins de traitements médicamenteux possible parce que je pense que ce n'est pas ça la solution. Et que plus on vous donne des médicaments contre la douleur, plus votre corps va s'habituer à la douleur et plus on va augmenter les doses, augmenter le type d'antalgique, de mettre de plus en plus fort. Et finalement, ce n'est pas vous rendre service. La douleur, le corps, il en a besoin. Si vous mettez votre main sur une plaque chauffante, vous allez l'enlever parce que vous avez mal. Donc votre corps, si vous endormez sa douleur, il va réagir pour la ressentir. Donc il va faire plus de récepteurs à la douleur et vous allez avoir un ressenti beaucoup plus fort. Et en plus, quand vous voudrez arrêter vos médicaments, mais comme vous aurez plus de récepteurs à la douleur, vous aurez encore plus de mal à diminuer les traitements antalgiques que vous prenez au long cours. Donc vraiment, moi je ne suis pas trop à augmenter les doses et augmenter les médicaments contre la douleur. Bien entendu, ce n'est pas moi qui ai mal, donc ça on discute, mais le moins possible et le moins longtemps possible, je pense que c'est important. Merci. Est-ce que ostéoporose et arthrose sont-elles liées? Alors, elles ne sont pas liées, mais elles peuvent être associées. L'arthrose, c'est de l'usure du cartilage. L'ostéoporose, c'est une déminéralisation de l'os. C'est un risque de fragilité osseuse. C'est un risque de fracture de vertèbres, comme je vous ai montré, des tassements de vertèbres. C'est un risque de fracture du col du fémur. Alors, ce n'est pas négligeable parce que si vous avez une fracture, on a regardé chez nos patientes picardes qui avaient eu des fractures du col du fémur. 5 ans après, la moitié est décédée. Pas à cause de la fracture, mais à cause de toutes les comorbidités, la perte d'autonomie, les phlébites, les embolies, etc. Donc ça vaut le coup de faire un dépistage quand il est nécessaire, d'aller voir votre rhumatologue, de faire une densitométrie osseuse et d'évaluer votre minéralisation osseuse pour voir si vous avez besoin d'un traitement, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc avoir 1 gramme d'apport en calcium tous les jours, de la vitamine D, mettez-vous au soleil, prenez de la vitamine D les mois d'hiver, et puis si besoin, prenez un traitement pour éviter que vous ne fassiez une fracture. Donc, on peut avoir de l'arthrose et on peut avoir de l'ostéoporose, malheureusement. Alors, une question en lien, est-ce qu'on a des solutions pour éviter les fractures chez les patientes ostéoporisiques? Bon, c'est un Euh, peu... Celle qui a de l'ostéoporose, une fragilité, s'il y a besoin d'un traitement, il faut le prendre. Après, il faut faire de l'exercice, il faut le faire de façon raisonnable, puisque vous avez dans vos os ce qu'on appelle des mécanorécepteurs, donc des récepteurs qui vont ressentir vos efforts, et à chaque impact, ils vont densifier l'os. Donc, c'est important d'avoir une activité physique régulière. Donc, pour l'ostéoporose, souvent, on vous dit surtout, bougez pas, vous allez vous casser. Ben non, au contraire, il faut bouger pour ne pas se casser. Mais il faut bouger de façon raisonnable. Si vous me demandez un certificat d'aptitude au parachutisme, je ne suis pas sûr que je vous le donne si vous avez de l'ostéoporose du dos. Donc voilà, si vous êtes raisonnable et que vous faites quelque chose de régulier, ça va. Alors, j'ai de l'insensibilité dans une jambe. Que dois-je faire? C'est possible, vous voyez, le nerf sciatique, s'il a été très très irrité, le nerf, il a 2 composantes, une composante sensitive, une composante motrice. Il sert à faire bouger son muscle et il sert aussi à ressentir, tels que les trajets que je vous ai montrés sur le schéma à un moment. Donc, si le nerf il a été malheureusement atteint et qu'on n'a pas réagi suffisamment tôt, le nerf, sa fonction sensitive, elle est altérée. Donc, vous pouvez ressentir des petites fourmis. Ou alors, au contraire, vous pouvez ne plus rien ressentir, avoir une hypoesthésie, voire une anesthésie, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien sur les territoires sensitifs du nerf. Et quand on en est au stade moteur, c'est-à-dire que la partie motrice, on veut bouger, mais on ne peut pas parce que le nerf ne transmet pas l'information motrice, dans ce cas-là, il est temps de vous faire opérer. Voilà. Mais
ça me permet aussi de vous dire que ceux qui ont des petites fourmis ou des gènes sur le trajet sensitif peuvent utiliser les stimulateurs électriques transcutanés, ce qu'on appelle le TENS. C'est un petit boîtier avec des petites électrodes sur le trajet de la racine nerveuse. Vous ressentez l'électricité, mais ça altère la perception au niveau du cerveau de la douleur. Donc, vous ressentez un petit courant électrique, mais vous ne sentez plus la douleur et ça peut très, très bien fonctionner. Et là encore, vous évitez de vous faire opérer. Est-ce qu'il y a des examens qui permettent de voir si un nerf est abîmé ou pas? Alors, si on a un doute, on fait ce qu'on appelle un électromyogramme avec recherche de potentiel évoqué moteur ou de potentiel évoqué sensitif. C'est-à-dire qu'on va vous mettre des électrodes et vous faire passer un petit courant électrique pour voir comment vos nerfs et vos muscles réagissent. Donc ça, c'est tout à fait possible. Très bien. Alors, il y a quand même beaucoup de questions encore hein, sur la bonne posture au quotidien. Vous y avez un peu répondu, mais La bonne posture au quotidien, c'est vraiment de se tenir droit, de faire des choses ergonomiques. Quand on se baisse, de travailler ses cuisses, son bassin et pas son dos. Voilà. Quand on porte quelque chose de lourd, il faut se baisser, le relever. Et encore une fois, c'est entretenir ses muscles. Voilà. C'est à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour faire un petit peu de poids, de porter des choses. Et vous verrez que ça a l'air comme ça idiot, mais vous portez 2 kilos, vous portez 3 kilos, vous allez voir petit à petit, vous allez en faire du muscle avec une alimentation adaptée aussi. Hein. Si vous ne prenez pas de protéines, vous n'allez pas faire de muscle. Mais sincèrement, ceux qui font l'effort de travailler sur la fonction articulaire, mais aussi sur la fonction musculaire, ils ont moins mal. Je vois qu'il y a une internaute qui nous dit qu'elle a mal au niveau des omoplates. Les douleurs entre les omoplates, c'est typique de l'arthrose du cou. La douleur du cou, quand vous êtes bloqué, vous la ressentez avec une douleur au niveau des omoplates. C'est bien souvent classique. j'ai aussi une autre question sur le mal de dos lié à la spondylarthrite ankylosante. Qu'est-ce que... Donc la spondylarthrite ankylosante, malheureusement, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique. Vous n'avez pas une pathologie mécanique, vous avez une pathologie inflammatoire et votre colonne vertébrale, elle est attaquée par votre inflammation. Alors ça peut s'accompagner de psoriasis, ça peut s'accompagner d'inflammation donc de la peau ou d'inflammation des intestins, maladie de Crohn, rectocolite, et c'est des douleurs inflammatoires. Ça va réveiller le patient la nuit et le matin, il va mettre 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures avant de pouvoir bouger correctement puisqu'il a vraiment de grosses douleurs d'horaire inflammatoire. Et donc pour ça, on a des traitements spécifiques que l'on appelle les biomédicaments qui fonctionnent très bien et qui permettent de soulager les patients. Puisque ce type, malheureusement, de rhumatisme peut toucher les gens très jeunes, dès 20 ans, on peut avoir ce genre de pathologie. Donc vous voyez, la rhumatologie, ça brasse large, hein, ça brasse de l'adolescence jusqu'au centenaire. Et justement, quand je vous ai présenté, j'ai dit que vous étiez spécialiste des biomédicaments. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça, Alors, qu'est-ce que ça soulage ou comment ça, qu'est-ce que ça soigne? Alors, il faudrait qu'on refasse un webinaire spécifique parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Les biomédicaments, en fait, ce sont des thérapies ciblées, des immunothérapies où on tape sur un soldat au lieu de taper sur toute l'armée entière. Mais on va viser celui qui vous fait mal, la voie de l'inflammation précise qui est à l'origine de vos douleurs. Donc, des voies de l'inflammation, il y en a des dizaines, mais on peut cibler telle ou telle voie pour faire en sorte que vous soyez soulagé et que vous n'ayez plus de douleur. Alors, c'est des traitements qui se manient avec précaution puisqu'ils engendrent une certaine baisse de l'immunité. Donc, il faut faire attention. On fait un bilan complet, on remet les vaccins un jour, on vérifie les dents. Pour les patientes, on fait éventuellement une mammographie, un frottis cervical. Voilà, on se met dans de très bonnes conditions avant de commencer le traitement. Et dès lors qu'il est commencé, on a vraiment un certain soulagement. Et c'est vrai que ça a transformé le pronostic de nos rhumatismes, la spondylarthrite, la polyarthrite. Grâce à ces traitements-là, on soulage considérablement les gens. Et imaginez qu'il y a 20 ans, une patiente qui commençait avec une polyarthrite rhumatoïde, au bout de 6 mois, si elle avait détruit ses mains, elle n'était plus capable d'ouvrir une bouteille d'eau. Hein, c'est du vécu malheureusement. Et en 2025, le pronostic, heureusement, il est transformé et on a soulagé beaucoup de patients, au prix aussi pour la communauté d'un certain coût, puisque ce sont des traitements qui coûtent très cher. Donc voilà, la solidarité nationale fait qu'on peut en prescrire à qui on veut. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Très bien, bah, c'est très clair et c'est rassurant. Et donc, c'est un traitement pour les maladies inflammatoires Absolument. Maladie inflammatoire ou auto-immune, ou les ou deux. auto-immunes. D'accord. Voilà. Auto-immune, vous faites des anticorps contre vous, malheureusement, et inflammatoire, il n'y a pas d'anticorps concernés, mais vous faites trop d'inflammation et ça vous fait mal.
Très bien, bah, je crois qu'il est temps de s'arrêter. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant Donc, qu'on... j'étais très content. Je suis à disposition. Ceux qui veulent venir me voir à Amiens, vous êtes les bienvenus. Sinon, sur le site Deuxième Avis. Et puis à l'occasion d'un autre web séminaire, si vous avez envie, avec grand plaisir. Un grand merci, professeur Goeb, pour ce webinaire. C'était passionnant. Merci à vous tous pour votre participation. Surtout, donnez-nous votre feedback en répondant au court questionnaire qui est sur le chat. Merci à toute l'équipe de Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire. Le replay sera disponible dans quelques jours. Et enfin, comme je vous sais nombreux, notez bien le prochain webinaire qui aura lieu sur les maladies rénales le 10 février à 18 h. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.